Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux différentes phases de la Première Guerre mondiale. Alors le document maître pour cette vidéo, ce sera cette frise chronologique, parce que elle est assez complète et elle dit tout ce qu'il y a besoin de savoir et de comprendre. Mais on ne va pas rentrer totalement dans le détail dès maintenant, on va y aller progressivement. Première chose, vous voyez qu'elle part de 1914 à 1919, et qu'elle ne s'arrête pas en 1918. D'accord? Elle court jusqu'en 1919. On verra pourquoi. Deuxième point très important, vous constatez qu'il y a deux flèches. Ici, c'est marqué à l'ouest, donc tout ça, ça concerne la partie ouest de l'Europe où il y a le front ouest, et là, à l'est. C'est important, vous constatez que la flèche seconde, celle de l'est, s'arrête avant celle de l'ouest. Ce qui signifie qu'à l'est, la guerre s'est terminée plus tôt. Alors souvenez-vous, pourquoi est-ce qu'il y a deux fronts? Parce que les Français et les Russes sont alliés pour prendre à revers, pour prendre de deux côtés, pour prendre en tenaille, en sandwich, on dirait, l'Allemagne. L'Allemagne qui va devoir se battre sur deux fronts à la fois. Contre les Français et les Anglais à l'ouest, et à l'est, contre les Russes. Et on verra pourquoi. Eh bien, à l'est, ça va s'arrêter avant. Et la victoire franco-anglaise, disons de la Triple Entente, se fera à l'ouest en 1918, sans la Russie. Alors, on constate qu'il y a deux couleurs. Guerre de mouvement, guerre de position. La guerre de mouvement, c'est simple, c'est quand les armées se déplacent. Quand elles cherchent à rencontrer l'autre armée, qu'on fait des dizaines de kilomètres tous les jours, etc. Bref, que la guerre est en mouvement. La guerre de position, c'est lorsque les armées défendent des points et qu'elles se font face. La guerre de position, c'est le symbole de la Première Guerre mondiale, parce que l'endroit où se sont passés la majorité des combats, ce sont des tranchées. Donc quand on vous dit guerre de position, vous pensez à guerre des tranchées. Alors, voyons un peu tout ça en image. Août 1914, vous voyez là les soldats français qui partent pour affronter les Allemands. On est dans de la guerre de mouvement parce que les troupes combattent à l'extérieur. Bon, ils sont à pied, mais il y a des camions, d'accord. Il n'y a pas encore de chars. Il y a des canons, il y a des camions, mais pas de chars, pas maintenant. Et donc les armées cherchent à se rencontrer. De l'autre côté, l'armée allemande, les soldats sont équipés et on cherche à se rencontrer. Alors le premier choc violent va avoir lieu sur la Marne. Pourquoi sur la Marne? La Marne, c'est un fleuve qui est pas très très loin de Paris, où en fait les armées françaises et allemandes vont être au corps à corps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au début, en août 1914, ça se passe très très mal pour les Français. C'est-à-dire qu'ils subissent des pertes colossales, plusieurs dizaines de milliers d'hommes par jour meurent, et l'armée française est contrainte de reculer. Alors je vous explique. Le plan allemand, qu'on appelait le plan Schlieffen, c'était le nom de l'officier qui l'avait conçu, ce plan consistait très intelligemment à dire voilà, il faut qu'on écrase la France en 6 semaines, et pour ça, plutôt que d'attaquer les Français directement en Lorraine en franchissant la frontière, on va les surprendre, on va envahir la Belgique, et de Belgique, on va foncer sur Paris. On va prendre Paris, et les Français sont obligés de capituler, et ensuite les Allemands se disaient on se retournera ensuite pleinement contre les Russes, on les mettra hors jeu, et les Anglais devront négocier une paix. Alors ça va se passer au début comme l'avaient prévu les Allemands. C'est-à-dire que les troupes allemandes entrent en Belgique, et elles enfoncent littéralement la frontière française, et l'armée française est obligée de reculer. Et vous voyez, elle recule jusqu'ici, jusqu'à la Marne. Alors là, vous pouvez constater des traits. C'est le point maximal de l'armée allemande. Le 5 septembre, donc à peine un mois après le début officiel de la guerre, sachant que les combats, ils n'ont pas commencé le 3 août pour la majorité des soldats. Il fallait mobiliser tout le monde, ça a quand même pris quelques dizaines de jours. Bref, le 5 septembre, les armées allemandes sont dans la grande banlieue parisienne. Ils sont aux portes de Paris quasiment, ils sont à quelques dizaines de kilomètres de Paris. Et là, il va y avoir ce qu'on appelle la contre-offensive de la Marne. C'est-à-dire que l'armée française va réussir à repousser l'armée allemande, d'accord, jusqu'à cette ligne qui va de Soissons, Reims, Verdun, etc. et à peu près le long de la frontière de Lorraine. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est ce qu'on a appelé la course à la mer. C'est-à-dire que chaque armée, l'armée française, disons, va essayer d'encercler l'armée allemande, et les Allemands vont établir une espèce de frontière militarisée là. Ils vont essayer, et à la fin du mois de 1914, le front va être gelé. D'accord? À la fin 1914, le front est gelé, c'est-à-dire que les deux armées sont épuisées après cet énorme choc, et elles vont faire quoi? Elles vont commencer à creuser les tranchées. Donc vous avez ici, à l'ouest, le premier front.
qui s'est installée fin 1914. On pensait que la guerre serait courte, elle n'est pas courte. Grâce à la contre-offensive de la Marne, l'armée française est en jeu, les renforts anglais arrivent. Concrètement, les Anglais tiennent le nord du front et les deux autres tiers, ce sont les Français. D'accord ? À l'est, les Russes avaient prévu une grande offensive. L'idée du tsar de Russie, c'était de foncer à travers l'Allemagne, pareil, pour prendre Berlin et jouer sur le nombre et la puissance. Sauf que ça ne va pas du tout bien se passer, puisque à Tannenberg, l'armée russe va être écrasée par l'armée allemande et qu'elle va devoir reculer. Et reculer de plusieurs centaines de kilomètres. Et les Russes vont se retrouver en très grande difficulté pendant toute la guerre, et ils auront affaire ici, dans le nord de leur front, sur leur propre territoire, à l'armée allemande, qui les tiendra, non pas sans trop de difficultés, les Russes se sont très bien battus, les Allemands ont souffert beaucoup d'hommes, mais pour les Allemands, ce qui est impératif, c'est d'écraser les Français et les Anglais sur le front de l'Ouest pour ensuite se retourner. Donc, ici, vous avez l'armée allemande qui tient les Russes et qui affaiblit, qui saigne l'armée russe, et dans le sud du front, ce sont les Austro-Hongrois, pareil, qui tiennent la deuxième partie du front. Les Austro-Hongrois, ils se battront aussi ici en Grèce et dans le nord de l'Italie. Alors une fois que les fronts sont constitués, c'est-à-dire que les deux armées n'ont pas réussi à se mettre hors jeu, enfin les armées, les alliances, ben on se met à creuser ce paysage que vous connaissez, parce que vous l'avez forcément vu dans des films, sur des photos, dans des BD, dans des documentaires, que sais-je, c'est le paysage de la tranchée. Alors ces tranchées, c'est très simple. À la base, à l'hiver 1914, on se met à creuser. Pourquoi on se met à creuser ? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la crise des munitions. C'est-à-dire que on avait, je crois que c'est 2 à 3 ans de munitions, pensait-on, en avance. On avait 2-3 ans de réserve de munitions. Tout a été tiré pendant les 2-3 premiers mois de la guerre. Ce qui fait que les deux armées, 1, sont épuisées, 2, il faut reconstituer des stocks de munitions. Bref, c'est comme, imaginez 2 boxeurs qui se seraient affrontés violemment. Aucun des deux serait tombé, ils sont essoufflés et ils se regardent en prenant leur souffle. Et bien c'est un petit peu ça, cette image. Les deux armées s'enterrent pour se défendre, ça se fait petit à petit. On creuse. Qu'est-ce que c'est au début ? Les soldats creusent des abris dans la terre. Hein. Et petit à petit, on va relier tous ces abris, on va les relier les uns aux autres, on va faire plusieurs lignes, on va installer des canons derrière, et on sera à quelques centaines de mètres, ou alors à plus, 1 kilomètre ou 2 kilomètres de l'ennemi, mais on sera en face, et les armées seront enterrées. Alors les tranchées vont être plus ou moins bien aménagées, selon les moments, selon les bombardements, selon la période, etc. Mais c'est dans ce paysage-là que va se dérouler la Première Guerre mondiale sur le front de l'Ouest et sur le front de l'Est. Une guerre de tranchées. Et les soldats, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vivent et ils combattent dans ces tranchées. Alors, comment est-ce qu'elles sont organisées, ces tranchées ? Je vais vous les montrer. Vous avez ici un dessin qui est pas mal fichu. Vous avez la première ligne. La première ligne, c'est là où les hommes sont pendant la journée. Il y a les éclaireurs le soir aussi, évidemment. Mais c'est là où on attend toute la journée pour attaquer l'autre, c'est-à-dire sortir de la tranchée, franchir cette zone où il y a des barbelés, des trous d'obus, cette zone qui est bombardée en permanence, qu'on appelle le no man's land, ce qui veut dire, en anglais veut dire le terrain qui n'appartient à personne. Et en fait, quel est le but de cette guerre des tranchées ? C'est vous avez ces soldats qui tous les jours quasiment sortent, attaquent, essayent de prendre les tranchées adverses, et chacune des deux armées va chercher à percer le front en faisant des offensives. À l'arrière, vous avez des casemates où les soldats peuvent se reposer. Vous avez, à quelques centaines de mètres, plusieurs kilomètres, des infirmeries, des batteries de canons. Dès qu'on veut préparer un assaut, les canons tirent, les soldats y vont ensuite, etc. Donc, le système des tranchées, c'est pas juste un trou ou une seule tranchée qui fait face à une autre. Hein. C'est vraiment toute une organisation où les armées se sont enterrées et ont constitué une gigantesque ligne fortifiée pour affronter l'autre. Alors les assauts, ils sont quotidiens, ils sont d'une violence extrême. C'est-à-dire que d'abord, on a ce qu'on appelle la préparation de l'artillerie. Concrètement, l'artillerie tire pour désintégrer et pour terroriser tout ce qu'elle peut dans le camp d'en face. Et derrière, les soldats attaquent. Évidemment, les adversaires répliquent à coup d'artillerie. Ils sortent, ils sont dans la boue, dans les trous, etc. Ils se font mitrailler. Bref, pendant les années 1915, 1916, 1917, vous aurez des assauts tous les jours, plus ou moins grands, on verra lesquels, parce qu'il y a des batailles plus importantes, où le but sera de prendre les tranchées adverses et de percer le front pour faire quoi ? Relancer la guerre de mouvement et aller envahir l'autre et, si vous voulez, prendre sa capitale ou envahir son pays pour gagner la guerre. L'idée, c'est de dégeler
de dégeler le front. Ce qu'on n'arrivera pas à faire jusqu'à 1918, et je vous expliquerai pourquoi. Alors vous avez pendant toute la guerre une quantité d'armement phénoménale qui est utilisée, parce que les industries ne se mettent qu'à tourner quasiment pour l'effort de guerre. Donc on va utiliser des canons qui sont incroyablement meurtriers, et plus on va avancer dans le temps, et plus on aura de nouvelles armes qui feront des dégâts absolument incroyables, et qui vous expliqueront pourquoi on a des millions de morts, et des conditions de combat qui sont aussi difficiles. Les gaz vont faire leur apparition, les gaz de combat en 1915. Les Allemands vont les utiliser à Ypres, en Belgique. Et pendant toute la guerre, on aura régulièrement des usages de gaz. Alors, en quoi ça consiste? En fait, vous tirez des cartouches de gaz qui, lorsqu'elles arrivent au sol, explosent et libèrent du gaz. En général, c'est du chlore, si je ne dis pas de bêtises. Ça vous brûle les poumons, ça vous tue. Ce qui fait que les soldats sont obligés de porter des masques en permanence et vivent dans la terreur. L'usage militaire de ces gaz, il n'a jamais été prouvé. En fait, le gaz n'est pas une bonne arme pour gagner une bataille, mais c'est une arme de terreur. À partir du moment où les gaz sont utilisés, tous les soldats savent que au milieu de la nuit, ils peuvent être réveillés par des bombardements au gaz, et là, vous avez littéralement quelques dizaines de secondes ou très peu de minutes pour mettre votre masque, prier pour que votre masque à gaz soit bien étanche et qu'il fonctionne, et attendre que le gaz soit parti, sinon vous mourrez ou vous êtes gravement brûlé. Alors si on revient sur le front de l'Ouest, voilà la situation. La situation du front de l'Ouest, vous voyez là, vous avez des petits encadrés. Tous ces encadrés là, que ce soit Champagne, Chemin des Dames, Verdun, l'Argonne, les Flandres, l'Artois, etc., ce sont des noms, en fait, de grandes batailles. Une fois que le front est stabilisé, c'est-à-dire que les Allemands et les Anglais et les Français se font face à face dans leurs tranchées et les ont consolidés, et ben, l'obsession des états-majors, les états-majors sont ceux qui commandent les armées, comme je vous ai dit, leur obsession, c'est de percer ce front. Donc, tour à tour, les Alliés ou les Allemands vont se mettre dans la tête que si on fait une attaque particulièrement violente sur un point du front, c'est-à-dire avec plus d'artillerie que d'habitude et qu'on envoie plus d'hommes et encore plus longtemps que d'habitude, on finira par enfoncer la tranchée, percer le front, et là la guerre de mouvement reprendra et l'autre cédera et s'effondrera. Alors il faut être très clair, en 15, 16 et 17, c'est ce qu'on va faire en continu. Alors les offensives les plus célèbres, c'est Verdun en 1916, on en reparlera en détail, parce que pour l'armée française, ça a été une boucherie sans nom. Et l'armée française a failli s'effondrer, mais elle a tenu à Verdun. Ensuite, pour les Anglais, ce sera la Somme, pendant la même année 1916, où ils vont essayer de percer le front. Puis pareil, il y aura des centaines de milliers de morts absolument pour rien. Parce que comprenez que ces grandes offensives vont tuer des centaines de milliers de soldats, que des fois on avancera sur 2 km, et que ces 2 ou 3 km, ou ces 10 km, seront repris dans les semaines qui suivent. C'est-à-dire qu'elles sont totalement inutiles. Le chemin des dames est de triste mémoire aussi. Bref, vous pourrez vous renseigner, on trouve beaucoup de choses là-dessus. Autre chose que vous devez constater, c'est que tout le nord de la France et la Belgique sont sous occupation allemande. Ce qui veut dire que ce sont des zones où c'est l'armée allemande qui fera la loi pendant toute la guerre, notamment à Lille, Cambrai, etc. Et là, les civils vont avoir des conditions de vie extrêmement difficiles. 1917, c'est une année qui est un tournant. Pourquoi c'est un tournant cette année 1917? Parce qu'en 1917, les Américains entrent en guerre. Pourquoi est-ce qu'ils entrent en guerre? C'est très simple, c'est parce que des bateaux... Les Américains ravitaillaient les Français et les Anglais, vendaient des armes et du ravitaillement, et que les sous-marins allemands se sont mis à couler des navires américains. Donc, le gouvernement américain a déclaré la guerre à l'Allemagne, et à partir du printemps 1918, pas avant, printemps-été 1918, on aura quelques centaines de milliers d'Américains qui vont venir combattre aux côtés des Français. Alors c'est une année importante parce que 1917, les Américains rentrent officiellement dans la guerre, mais surtout, vous en souvenez sur la frise, la Russie va sortir de la guerre cette année-là. Pourquoi? Il faut que vous compreniez une chose. C'est que cette guerre de position, où des hommes meurent par milliers tous les jours, où tout l'effort de la société est consacré à gagner la guerre, c'est-à-dire que tout doit partir pour le front. Il y a des pénuries en permanence. Il s'agit d'une tension, la société est sous tension, c'est comme un bras de fer. Et la Russie, pour des raisons dans lesquelles on rentrera plus tard, quand on verra en détail la révolution russe, la Russie va s'effondrer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est simple. Il va y avoir des millions de morts sur le front russe,
Les ouvriers vont être contraints de travailler pendant des dizaines d'heures par jour pour des salaires de misère. Les gens vont être rationnés, vont avoir faim, vont manquer de tout, et il va finir par y avoir une révolte, une révolution. Et ce qu'on a appelé la révolution russe va éclater à ce moment-là. Il y en aura deux. J'expliquerai lesquels plus tard. Mais à partir de octobre 1917, en réalité novembre, vous avez un gouvernement communiste russe qui s'empare du pouvoir en Russie et qui demande la paix à l'Allemagne, qui fait la paix à l'Allemagne. Ce qui veut dire que la Russie va sortir du conflit. Vous voyez le front de l'Est ici, entre 1914 et 1917. Vous voyez, une grande partie du territoire russe est occupée par les Allemands. D'accord ? Il est ici, pardon. La Russie va sortir du conflit, va signer un traité avec l'Allemagne où elle va donner des millions de kilomètres carrés à l'Allemagne. Mais à partir de 1918, mars 1918, le traité de Brest-Litovsk, c'est le nom de la ville où il a été signé, hein, la Russie n'est plus dans le conflit. Donc il n'y a plus de front de l'Est. Ce qui veut dire que les troupes allemandes qui étaient là partent à l'ouest et les troupes austro-hongroises qui étaient là partent en Grèce ou en Italie. Alors ça, évidemment, ça veut dire qu'on va avoir des troupes qui arrivent ici, des troupes qui viennent de Russie qui arrivent, les Allemands ont plus d'hommes qui viennent. Et la même année 1918, les Américains arrivent aussi sur le front, donc on a une année décisive. Les Allemands vont tenter un certain nombre de grandes offensives, d'accord, mais j'en parlerai après. 1917, c'est une année très importante, vous verrez sur la crise, sur la frise, parce que c'est l'année où, dans les armées anglaises, françaises, allemandes, et surtout françaises, il y a des mutineries qui éclatent. C'est-à-dire que les soldats n'en peuvent plus de la guerre. C'est pas qu'ils refusent de combattre, c'est qu'ils refusent d'attaquer inutilement et de sacrifier leur vie pour rien. Donc c'est une année de doute, d'accord ? C'est une année qu'on appelle le tournant de la guerre. Et à partir de 1918, ça change. Pourquoi ça change ? C'est très simple. C'est qu'autant je vous ai dit, la Russie s'était effondrée parce que les efforts demandés, la crise économique générée par la guerre était trop grande. Et bien il va se passer un peu la même chose en Allemagne. Début 1918, au printemps 1918, l'Allemagne tente le tout pour le tout. Elle lance de très grandes offensives sur le front. Et toutes ces offensives vont être arrêtées. D'accord ? Les Allemands ne réussiront pas à percer le front, où vous avez désormais des Américains, en plus d'avoir des Français, des Anglais, et aussi, il ne faut pas l'oublier, des Belges au nord qui combattent. Les Allemands n'arrivent pas, et qu'est-ce qui se passe ? Les Français vont contre-attaquer, et à l'été 1918, l'armée allemande commence à s'effondrer. Pourquoi elle commence à s'effondrer ? C'est très simple, c'est qu'on commence aussi en Allemagne à manquer de tout. L'Allemagne, vous vous en souvenez, est un pays qui est au centre du continent. D'accord ? Donc, il ne peut compter que sur ses propres ressources pour faire la guerre. Il ne peut pas acheter d'armement aux Américains ou faire venir d'autres pays du monde des armements. Pourquoi il ne peut pas ? Parce que les Anglais contrôlent les mers. Et l'Allemagne rentre en crise. Et à partir de l'été 1918, vous voyez sur cette carte-là, hein, les Alliés, les Français et les Anglais reprennent du terrain. Et ils reprennent tout le terrain qui avait été conquis par les Allemands en 1914. Ce qui fait que le 11 novembre 1918, ils ont libéré une grande partie de la Belgique. Et surtout, ils sont aux frontières de l'Allemagne. Et là, les Allemands vont demander un armistice. Et ils vont l'avoir. Alors pourquoi les Français vont l'emporter, les Français et les Anglais vont l'emporter ? Ils vont réussir aussi à développer de nouvelles armes. Les avions ont été utilisés pendant toute la guerre, mais 1918, c'est l'année aussi où les chars d'assaut font leur apparition. Et ces chars d'assaut, ils vont permettre de percer le front. Pourquoi ? Parce que ces chenilles, vous voyez là c'est un char d'assaut Renault, si je ne dis pas de bêtises, les chenilles vont très bien dans les zones de combat des tranchées, parce que la boue les arrête pas, elles peuvent passer les trous, etc. Bref, le char, c'est l'arme idéale pour pouvoir avancer dans une zone qui a été détruite par des bombardements, comme c'est le cas des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Donc il va y avoir tous ces éléments qui vont permettre aux Français, aux Anglais de l'emporter. Et 11 novembre 1918, les Allemands demandent un armistice, j'ai employé le mot tout à l'heure, armistice ça demande un arrêt des combats, un cessez-le-feu, il est accordé, et les Allemands reconnaissent leur défaite en disant on dépose les armes, et il va falloir plusieurs mois, jusqu'au 28 juin 1919, pour négocier la paix. Mais le 11 novembre, la guerre est finie. C'est pour ça que le 11 novembre est un jour férié en France. Alors, cet armistice, il va être signé par les troupes allemandes et françaises dans un wagon, ici dans une ville pas loin de Paris qui s'appelle Rotonde. C'est très important que vous sachiez ça, parce que vous verrez que dans la suite de l'histoire, entre les Français et les Allemands, ça va jouer un certain rôle.
Les Allemands reconnaissent leur défaite militaire. Et 14 juillet 1919, puisque 11 novembre 1918, 14 juillet 1919, défilé de la victoire à Paris. Toutes les troupes qui ont combattu aux côtés des Français défilent. Et on a les armées vainqueurs, les armées françaises, anglaises, belges, américaines. Et toutes les troupes de l'empire colonial anglais ou français sont là. Et donc c'est le défilé de la victoire, les troupes italiennes qui défilent, parce que les Italiens avaient, fin 1914, rejoint les Français contre les Allemands, donc avaient rejoint finalement la Triple Entente. Vous avez les troupes grecques, bref, vous avez l'intégralité des alliés des Français qui défilent. Alors, j'essaie d'être pas trop vous perdre, je résume. 1914, ce qu'on appelle le choc des armées, concrètement, sur les fronts de l'Est et de l'Ouest, les deux armées s'affrontent, c'est comme deux têtes qui rentrent les unes contre les autres, comme deux boxeurs. On a un choc considérable. C'est les mois de la guerre qui sont le plus meurtriers. D'accord ? En 1914, vous avez autant de morts qu'en 1915, simplement, vous avez 4 mois de combat. Ça vous donne une idée. Donc c'est une période extrêmement meurtrière. Simplement, on aura des pertes humaines considérables et personne ne l'emporte. D'accord ? Le front va se stabiliser. En 1915, ils s'enlisent. Pourquoi est-ce qu'ils s'enlisent ? C'est-à-dire que, littéralement, comme on a creusé les tranchées, on voit bien que la guerre se fige, qu'elle va durer longtemps. Et donc, toute la société se met au service de la guerre. D'accord ? Et pour les soldats, les conditions de vie sont terribles. En 1916, on décide de percer le front et on va lancer les fameuses grandes offensives que sont Verdun ou la Somme. D'accord ? Les Russes en tenteront aussi. Elles seront incroyablement meurtrières et elles ne serviront à rien puisque le front ne cédera pas encore. En 1917, j'ai appelé ça la lassitude parce qu'effectivement, les peuples et les armées n'en peuvent plus. Elles sont là, c'est-à-dire elles sont fatiguées, épuisées par cette guerre qui n'en finit pas. On a des mutineries sur le front, d'ailleurs sur tous les fronts, c'est-à-dire les soldats refusent de mourir inutilement et d'attaquer, pas de se battre, mais d'attaquer. À l'arrière, on a des pénuries et des réquisitions, c'est-à-dire on manque de tout. Tout doit aller au front, donc pour les populations civiles, c'est extrêmement pénible. Mais on a l'entrée en guerre des États-Unis, et la même année, les deux révolutions russes qui éclatent, ce qui fait que la Russie va sortir de la guerre. 1918, c'est la victoire. Les Allemands tentent une grande offensive en mars, elle échoue. L'économie allemande s'effondre. Les nouvelles armes permettent aux Alliés d'enfoncer le front allemand, et l'armée allemande va s'effondrer. L'armistice est signé le 11 novembre. Donc, en plus de cette frise, vous avez un commentaire année par année. Vous voyez, j'ai essayé de mettre sous les colonnes, là, pour que ça corresponde un petit peu à ce qu'on voit. Et vous avez un autre détail de ce que j'ai dit. Donc, on espère une guerre courte. La guerre de mouvement ne permet à aucune armée de l'emporter. La bataille de la Marne permet de stopper l'avancée allemande. Le conflit s'enlise dans une guerre de position, on creuse des tranchées. On a deux fronts qui apparaissent. Fin 1914, il y a des pays qui n'avaient pas pris part au combat, qui vont rentrer dans l'alliance, aux côtés de ce qu'on appelle les belligérants. Un belligérant, c'est quelqu'un qui participe à un conflit. D'accord ? Donc l'Italie, la Roumanie et la Grèce rentrent auprès de l'entente. La Turquie et la Bulgarie auprès des empires centraux. Ce qui fait que là, la guerre devient totalement mondiale, puisque des pays qui n'étaient pas dedans commencent à rentrer. 1917, les États-Unis rentrent aux côtés de l'entente. Les armes modernes comme les chars d'assaut permettent de relancer la guerre de mouvement. L'armistice est signé à retour. Voilà, je vous remercie de votre attention.